vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les prochaines élections américaines jettent un éclairage sur la place des femmes en politique. Chez nos voisins américains, Kamala Harris suscite beaucoup d'attention. C'est une femme démocrate qui se présente contre un homme républicain. Une femme noire à la course au poste le plus prestigieux des États-Unis, cela alimente bien des conversations et cela fait même plus jaser que de savoir si elle possède ce qu'il faut pour la fonction de président ou de présidente. Si on connaît bien la personnalité de Donald Trump, la candidate reste encore un mystère. Certaines recherches montrent même qu'en temps de crise et notre période compte de nombreux conflits et d'enjeux majeurs, à commencer avec les changements climatiques, que les qualités dites masculines s'avèrent le plus souvent privilégiées par les électeurs et les électrices. Et les jeunes électrices, est-ce qu'elles suivront l'effet Taylor Swift alors que la chanteuse a donné son appui à la candidate démocrate? Donc, quelle place pour les femmes dans les élections américaines? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, nous nous intéressons à la prochaine course à la présidence américaine et plus particulièrement à Kamala Harris. Cette élection est l'occasion pour nous de nous intéresser à la place des femmes en politique, comme candidate ou comme électrice aussi. Pour en parler, je rejoins Anassa Kimball, spécialiste de la politique américaine et des relations internationales et membre du corps professoral en sciences politiques avec titularisation en relations internationales et à la direction du Centre sur la sécurité internationale de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Mireille Lalancette, professeure titulaire en communication à l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheuse principale du groupe de recherche en communication politique. Elle est aussi co-chercheuse à la chaire sur le leadership et la confiance politique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est bien ça? Oui. Donc, bonjour. Bonjour. Les femmes forment une large part de l'électorat américain et avec le retrait de Joe Biden, la candidate démocrate Kamala Harris reçoit déjà beaucoup d'appui d'électrices, particulièrement des jeunes électrices. Certains enjeux passionnent plus particulièrement cet électorat. On pense tout de suite au droit à l'avortement ou aux questions environnementales. Que nous apprend cette élection à ce sujet? Nous allons voir ça. Donc, pour commencer, professeur Lalancette, pouvez-vous me parler de l'importance de la représentation et du symbole qu'est Kamala Harris? C'est la deuxième fois qu'on a une candidate à la présidentielle aux États-Unis. La première fois, ça a été Hillary Clinton. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on parle souvent du plafond de verre et des défis que les femmes ont pour se faire de la politique. Ce qui est intéressant avec Kamala Harris, c'est que c'est une autre femme, plus jeune que Clinton, qui a un autre parcours, mais qui rejoint aussi un électorat de personnes de couleur. C'est quelqu'un qui était procureur, qui a une expérience vraiment intéressante et qui apporte un vent de renouveau, notamment du point de vue de la représentation des femmes en politique aux États-Unis. Donc, c'est très frappant et ça donne un bel exemple pour les jeunes de toutes les nations là, de pouvoir se rendre là. Aussi parce qu'elle vient d'une famille de classe moyenne américaine et non là, d'une dynastie politique comme dans d'autres cas. Là. Oui, Madame Kimball, de votre côté, que représente la candidate démocrate dans cette course à la présidence? Ben, c'est sûr qu'elle essaie quand même de bâtir son propre histoire dans laquelle elle suit beaucoup sur le fait qu'elle vient d'une classe moyenne. Elle va parler aussi du fait qu'elle a fait sa formation à ce qu'on appelle une Historically Black University, ce qui rejoint également beaucoup des électeurs. On parle aussi de l'axe du fait qu'elle met d'avant en fait le fait qu'elle est une belle-mère, donc elle n'a pas un enfant à elle, donc l'idée d'être childless, c'est aussi un enjeu électoral qui porte justement sur cet axe des femmes en participation politique dans la vie publique et la vie privée, entre autres. Et je crois que c'est dans cet axe-là qu'on voit qu'elle essaie de mobiliser les jeunes justement sur ces enjeux.
Oui, comme citoyenne américaine, comment ça vous rejoint? Ben, c'est sûr que voir les deux femmes qui ont été mises d'avant ou qui se trouvaient dans la tête du Parti démocrate d'un moment de l'autre, on voit qu'ils sont des personnes vraiment distinctes qui représentent un peu, on peut dire, deux images du parti. On a Clinton qui venait justement d'élite politique à New England, puis Kamala Harris qui vient de l'autre côté ouest. Et donc, on a quand même deux personnages qui représentent justement un peu les clivages entre le Parti démocrate, que je trouve très intéressant. Et donc, on voit comment il y a plus une réaction envers Harris que Clinton. Je crois que ça démontre aussi justement la réalité du Parti démocrate, des électeurs démocrates, plus que le côté genre élite libérale de Clinton et tout ça. Oui, c'est tout un personnage quand même, professeur Lalancette, Kamala Harris. Oui, mais elle est une femme qui arrive d'une famille moyenne, qui s'est battue contre les truands américains, qui n'a pas peur de tenir tête à Donald Trump, qui sont moins intimidés par lui que pouvait l'avoir été Hillary Clinton, et qui est très souriante, intéressante. Donc, on peut avoir espoir que d'une politique qui se fait autrement dans ce contexte-là et qui pourrait être intéressante pour les Américains. Là. Oui, si on s'intéresse à l'électorat féminin, comment il vient changer la donne avec cette élection-là? Peut-être, professeur Lalancette. Ben, on peut imaginer que se sentant interpellé par la question de l'identité, par le parcours de Kamala Harris, parce qu'elle propose et parce qu'elle représente, ça peut attirer un électorat plus féminin qui peut aussi s'opposer à l'approche très masculiniste, masculinisante, brutale de Donald Trump. Donc, à partir du moment où il y a toute une série de gens, de cohortes comme ça, identitaires, qui décident d'aller voter, il peut être très intéressant de voir des fluctuations là, à l'intérieur des votes et de la possibilité que soit élue une femme présidente. Et ça donnera pas juste un espoir et ça n'aura pas juste un impact aux États-Unis, ça va avoir un impact partout dans le monde. Là. Oui. Professeur Kimball, comment les électrices américaines influencent-elles les élections? Ben, c'est sûr que tout ça articule autour de leur taux de participation. Oui. Et donc, on constate qu'on vient de circuler, par exemple, la date limite pour les inscriptions sur la liste de voter en Géorgie. Maintenant, on a franchi cette date-là. Puis, il y a plus des femmes qui sont sur la liste de voter en Géorgie que les hommes. Et donc là, on voit qu'en fait, il y a dans certains États que ça peut être littéralement l'effet d'élection si toutes ces femmes vont vraiment aller participer aux élections. Donc ça, c'est une chose à noter. Et ça, il y a dans plusieurs États où on voit justement qu'il y a plus de femmes. Deuxième chose, aussi, je crois, le stratège qui était, à mon avis, assez brillant là, de le colistier de Walt. D'avoir à côté de lui un homme masculin, mais qui n'est pas menaçant, qui réussisse d'avoir des bonnes relations avec toutes les femmes dans sa vie. Et là, quand on voit le personnage, puis la distinction qu'on dit entre juste des images familiales entre les candidates, là, on voit là, il y a aussi quelque chose qui peut parler aux jeunes électeurs. Qu'on peut avoir justement une team de leadership, une équipe de leadership dans la Maison-Blanche là, qui vont respecter les jeunes, qui vont justement voir, qui ont quand même, on dit, un parti prenant justement. Et c'est ça aussi, je crois, qui était très intéressant quand on a vu les trois personnes là, qui étaient derniers sur la liste des colistiers. Le choix de Walt était en fait en lien avec le fait qu'il se présentait, mais pas dans une façon qui menaçait avec son masculinité. Oui. Professeur Lalancette, trouvez-vous aussi qu'il y a un bon équilibre avec le colistier? Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant avec le colistier, c'est qu'il est un homme, il est du monde de l'éducation, il est souriant, il est quelqu'un aussi qui a une famille avec
avec un enfant avec des besoins particuliers, donc et qui semble prêt à aller rejoindre une partie de la population, mais différemment que le fait Trump. Donc ça, c'est intéressant, là. Oui, j'aimerais qu'on parle peut-être un peu des jeunes électeurs et des jeunes électrices. On parle de l'effet Taylor Swift, un engouement pour aller voter, enfin du moins sur les réseaux sociaux, on en parle là. Comment vous voyez ça, Mme Kimball? Ben, je crois que la participation électorale, c'est une bonne chose. Donc, pour moi, c'est très important, étant donné que je suis prof universitaire, là. Moi, souvent, je dis, là, si vous voulez plaigner, il faut participer, là. Donc, ça, c'est la première chose. Mais aussi, ça démontre justement un peu un intérêt en politique, mais aussi le fait que la démocratie en soi, ça reste sur l'égalité de la participation. Mais on parle de la participation. Donc, en fait, ça, c'est une des cœurs de la démocratie. Donc, tout ce que je dis aux étudiants, même si on s'entend ou non sur nos idéologies politiques, l'idée, c'est participer, parce que c'est ça qui fait fonctionner les systèmes démocratiques électoraux. Et donc, j'espère que justement, comme on dit, il y a des soutiens célèbres, il y a des effets, justement, d'essayer de promouvoir le vote, là. On va voir est-ce que ça va vraiment produire les effets, là, dans la participation, mais surtout au niveau de façon systématique à travers les États. Oui, ben c'est ça, c'est aller voter, peu importe pour qui vous allez voter, mais les jeunes. Professeur Lalancette, en parlez-vous dans vos classes aussi? Oui, j'en parle aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est normal qu'on ait cherché les jeunes dans les médias sociaux. C'est là que les jeunes sont. Et on sait que les campagnes comme Get Out the Vote, où on est allé chercher des célébrités qui sont les personnes auxquelles les jeunes s'identifient, que ça fonctionnait, soit pour s'inscrire sur la liste électorale, soit pour aller voter. Donc, c'est normal qu'on ait cherché des célébrités, des influenceurs, et qu'on se concentre sur ces personnes-là qui sont des leaders d'opinion pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et les jeunes d'aujourd'hui s'informent et sur TikTok, dans les médias sociaux numériques, c'est la meilleure façon de les rejoindre. Et les politiciens et les politiciennes qui ont compris ça vont réussir à avoir de l'impact le jour du vote, là. Oui, ben c'est ça. Tous les deux sont très, très présents sur les réseaux sociaux. Professeur Kimball, pouvez-vous nous parler des enjeux clés, peut-être de l'électorat féminin lié à cette élection? Ben, c'est sûr qu'avec l'électorat féminin, on parle de droits reproductifs qui sont un enjeu très important. Il y a aussi des questions de, par exemple, équité au travail. Il y a des questions qui sont, je dirais, plus à la moyen terme, mais qui sont dans les esprits des femmes, comme par exemple réconciliation de la vie professionnelle avec une vie familiale, peut-être à un moment donné. Et ça revient justement aux droits reproductifs, mais là, je parle plus de l'axe de disponibilité de garde des enfants. Qui est un enjeu ici au Québec, là, qu'on a semblé de régler, mais là-bas, c'est quelque chose qui est extrêmement cher, là. Moi, j'avais des amis, là, qui eux autres, là, c'est comme quasiment payé pour un deuxième auto. Donc là, on ne comprend pas justement la limite, et on a aussi des questions qui sont plus larges, justement, sur le système de santé publique. Il y a ces enjeux-là, mais aussi des enjeux qui touchent, par exemple, l'éducation. Il faut vous rappeler que l'équipe Harris et Waltz, est un enseignant, là, il y a beaucoup des promesses qui sont à nature de ce qu'on dit l'amnistie pour la dette étudiante, un soutien justement pour l'achat d'une maison la première fois dans la vie et des choses comme ça. Et c'est justement les enjeux qui sembleraient d'attirer les jeunes de façon générale. Oui, tout à fait. Professeur Lalancette, il y a aussi peut-être les changements climatiques. Que peut-on retenir des promesses sur le climat, peut-être, de notre candidate démocrate? Ça, c'est sûr que c'est la partie où il y a plus de flou, parce que, elle doit jongler avec de nombreuses variables électorales. Promettre de faire quelque chose dans un État peut lui amener des votes et dans un autre, puis en faire perdre. Donc ça, c'est certain que ça c'est délicat. Elle marche un peu sur des œufs. Ce qui va être intéressant, c'est de voir là qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle va être élue, si elle pourra ramener des questions environnementales
sur le tapis et puis à l'ordre du jour. Il reste qu'on n'a pas le choix de s'intéresser au changement climatique. C'est quelque chose qui va tous et toutes nous toucher. Et on le voit notamment quand il y a des ouragans comme aux États-Unis, que ça touche la population et que ça a des conséquences graves. Là. Donc, même si certaines franges de l'électorat ne sont pas d'accord avec les promesses liées à l'environnement, il y aura des mesures environnement qui devront être prises une fois en poste. Oui, puis professeur Kimball, je pense que Donald Trump s'avance pas forcément sur ce terrain-là ou joue plutôt à l'inverse de Kamala Harris. Ben c'est sûr, pour lui, il y a quand même un soutien qui vient de secteurs là, on dit des fossil fuels, là, les minerais exploitables et tout ça. Donc pour lui, c'est un discours qui veut nuancer. Il est ouvert, par exemple, à la réouverture de ce qu'on dit des réserves phoniques et naturelles et tout ça, justement, pour voir s'il y a des ressources à exploiter. Donc, il y a des enjeux sur lesquels, évidemment, ça va créer des clivages, mais ça reste à voir comme exemple, par exemple, il parlait justement de soutien de la réaction des hurricanes, puis comment ça, c'est justement qu'on devrait donner plus d'argent au niveau des États. Et donc, pour lui, ça, c'est souvent la solution. C'est moins de gouvernement, on donne plus de ressources au niveau des États. Et là, on sait qu'il y a quand même peut-être plus de probabilité que des enjeux idéologiques peuvent entrer dans la distribution au niveau de l'État. Et c'est ça, la risque que je crois principalement avec Donald Trump. C'est justement la déréglementation au niveau du changement climatique. Oui, il y a des différents discours, différentes opinions. On voit, je voudrais revenir à propos des femmes, on voit même au Québec où la scène politique compte de nombreuses femmes, avec près de 46% des élus au provincial qui sont des femmes, selon les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec. Un politicien sur 3 est une femme au Canada, pour l'ensemble des paliers en moyenne. De récentes études montrent que de plus en plus de femmes, pourtant, quittent la politique. Comment on explique le départ des femmes et est-ce que c'est la même chose aux États-Unis, professeur Kimball? Ben, je dirais que les études demandent une raison pour laquelle les femmes quittent la politique, c'est justement parce qu'ils reçoivent l'harcèlement sur les médias sociaux, puis ils sont souvent ciblés, par exemple, soit parce qu'ils sont femmes, soit parce qu'ils sont femmes avec une autre, on dit, identité intersectionnelle. Donc, je me rappelle, par exemple, Ilhan Omar, là, qui est une représentante au Congrès américain, qui est une femme noire musulmane, qui reçoit énormément d'haine, là. Donc ça, c'est une des raisons. Il y a aussi la raison qui était évoquée justement dernièrement par la madame qui quittait l'Assemblée nationale, qui dit que c'est justement la réconciliation de la vie familiale puis la vie politique. Qui a justement les défis, puis on est tiré dans les deux directions comme femme. Et c'est parce que les systèmes sont pas faits. Donc moi, je me rappelle que en fait, dans le Sénat des États-Unis, ça prenait un projet de loi justement pour que les sénatrices peuvent allaiter leur bébé dans le chambre. Oui. Mm-hmm. C'était en fait sénateur Duckworth qu'elle avait un bébé elle-même, qui était allée aussi dans le fauteuil roulant. Qui dit non, on devrait avoir, moi, je suis pas dans une situation que ça va passer pour moi de quitter, aller faire ça. Mm-hmm. Ouais. Et ça, on parle pas il y a 10 ans, là. Donc, on n'est pas si loin que ça, que même dans le Sénat américain, que les femmes n'avaient pas justement cette opportunité, ce droit. On dit opportunité, mais c'est vraiment un droit, là. Oui. Et c'est ces trucs comme ça, comme on dit, il y a des barrières systémiques aussi à la participation des femmes dans la vie professionnelle politique qui fait l'effet. Oui, professeur Lalancette, je voudrais vous entendre là-dessus. La place des femmes en politique et pourquoi elles se retirent bien souvent? Effectivement, pour avoir fait des recherches sur le harcèlement en politique et le cyberharcèlement, c'est une des causes parce qu'il y a deux réactions. Il y a « vous n'aurez pas ma peau », je vais aller faire autre chose de ma vie, puis il y en a d'autres qui disent je vais continuer de me battre, mais ça crée une usure quand même de se faire harceler, de se faire harceler, et dans certains cas, les femmes disent je vais quitter la politique pour aller servir ailleurs.
Donc, il y a cet enjeu-là. C'est sûr que le milieu politique reste encore très masculin. On va dire aux femmes, mais if you can't stand to eat, get out of the kitchen. Fait qu'on va leur dire, mais si vous n'êtes pas capable de subir cette pression-là, la difficulté, faites autre chose. Et à un moment donné, c'est les femmes qui doivent changer. Elles décident de quitter le milieu au lieu de que le milieu change pour elles, qui s'adapte notamment en lien avec la conciliation travail-famille ou en se disant ça va faire. On ne peut pas fonctionner de cette façon-là. L'agression est inacceptable. La façon de faire la politique actuellement est inacceptable. Il faut faire les choses autrement. Mais c'est très difficile de faire les choses autrement quand tout le monde accepte cet état de fait et ne veut pas changer ses pratiques. Oui, la parité s'améliore pourtant. Oui. On croit à tort que les femmes ne réussissent pas mieux souvent que les hommes en politique, mais certains pays comme l'Allemagne, où certaines femmes ont dirigé le pays pendant longtemps, les femmes sont capables, si on peut-être leur ouvre la porte. Professeur Lalancette? Oui, certainement, c'est sûr, mais donc il y a encore là de nombreuses femmes qui auront le goût de se présenter en politique parce qu'il y aura eu des exemples. Donc, Angela Merkel est un exemple intéressant pour les femmes en politique. J'ai déjà eu l'enfant d'un collègue qui disait « Moi, je peux pas faire de la politique parce que c'est les femmes qui font la politique, parce que c'était un petit garçon allemand. Donc, l'importance des représentations est là. Et puis, c'est certain que plus il y aura de femmes en politique, plus il y aura d'exemples, une variété d'exemples. Donc, il faut qu'il y ait des femmes qui soient à droite, il faut qu'il y ait des femmes qui soient à gauche, il faut qu'il y ait des femmes qui soient plus volubiles, comme il y a une variété de modèles masculins. Et là, c'est là qu'on se pose la question, c'est pourquoi on met autant de pression pour une seule personne, pour que cette personne soit là. Oui, professeur Kim. Oui. Professeur Kimball, à quoi sont confrontées les femmes en politique et quelles sont les pistes pour renverser la vapeur? J'aimerais qu'on se mette peut-être en mode solution, là, rapidement pour terminer. Ben, c'est sûr que on dit qu'il y a des fois des barrières systémiques là, qui peuvent être des règles, qui peuvent être l'accès, par exemple, à la garderie et tout ça. Il y a aussi, comme on dit, des barrières qui sont plus tacites, qui sont plus au niveau des pratiques, des façons de faire. Donc, à la fois, et comme on sait, les politiques, c'est quand même un milieu qui est hautement patriarcal, que aussi, ici au Québec, aux États-Unis, il faut également souligner le fait qu'il y a une relation souvent entre la religion, qui est aussi une structure très patriarcale, qui a des idées très, très claires sur le rôle des femmes, mais il y a aussi cette relation avec la religion et le gouvernement qui est articulée autour des idéologies politiques. Donc, il y a toute cette axe-là qu'on croit qu'ici, par exemple, au Québec, on a quand même créé un clivage, mais c'est pas si clair que ça, toujours. Et donc, l'idée, c'est que des fois, il faut repenser justement le système, mais aussi, des fois, peut-être remettre en question la patriarchie puis les façons de faire, les façons par lesquelles on parle des rôles des femmes, qu'on met tout l'accent sur, par exemple, moi, un truc qui me fascine justement, c'est la distinction entre Kamala Harris puis Clinton et comment il y a justement les femmes qui l'embrassent une et pas l'autre, mais on ne parle pas pourquoi. Et moi, je le rappelle, mais c'est parce que Hillary Clinton était à côté de Bill dans toute l'affaire Monica Lewinsky. Et pour les femmes qui venaient à l'âge, dans ce moment-là, qui était dans le film des années 90, là, c'était un moment très, très clair et crucial pour nous autres. Oui, c'est une question de génération. Il y a eu des fois aussi une question de double standard. On s'attend à ce que les femmes, même en politique, soient douces, professeur Lalancette. Oui, mais on va souvent penser que les qualités féminines de douceur, de compassion, d'empathie se trouvent à être transposables en politique, alors que depuis tout à l'heure, on parle du fait que c'est
d'un monde hyper masculin, etc. Donc, les attentes de douceur vont créer cette espèce de double standard-là parce que on va dire, mais on veut que la femme soit douce, si elle l'est pas, elle va être critiquée, on va dire, elle a le ton, elle a une approche qui est cassante, donc, et ce double standard-là va se refléter aussi par la façon qu'une qualité pour un homme va souvent devenir un défaut pour une femme. Donc, un homme va avoir de l'autorité, une femme va être autoritaire. Donc, c'est un piège que de croire que les qualités, que toutes les femmes sont maternelles, etc., que toutes les femmes sont douces, accommodantes, etc. On le sait particulièrement autant dans le sport que dans les entreprises. Les femmes peuvent être très fonceuses, avoir du leadership, sans que ce soit un leadership qui soit nécessairement associé à des traits féminins. Oui, dans les pistes de solutions pour terminer, comment améliorer les choses pour que plus de femmes envisagent de faire de la politique? Professeur Lalancette. Plus de femmes en politique, il faut se permettre d'accepter qu'il y a une variété de modèles féminins. Il faut les inciter différemment à s'impliquer en politique. On sait que les femmes vont avoir souvent plus le syndrome de l'imposteur, vont souvent avoir besoin d'être convaincues différemment des impacts et des besoins de s'impliquer en politique. Donc, il faut les équiper en faisant des formations comme le fait au Québec le groupe Femmes politiques et démocratie. Il faut les encadrer, il faut aller chercher des femmes dans d'autres milieux que celui des affaires et il faut créer du mentorat donc avec les femmes en politique et avec peut-être les hommes aussi, mais ce mentorat est peut-être déjà présent comme les hommes sont déjà en politique depuis longtemps, ont déjà des milieux des affaires, des milieux politiques ou les milieux d'où ils viennent habituellement pour s'encadrer et se tenir finalement. Oui. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Anassa Kimball, spécialiste de la politique américaine et des relations internationales à l'Université Laval, et de Mireille Lalancette, professeure en communication à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, on mettra les liens aussi vers vos pages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robertscher et aussi à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Bien sûr, vous pouvez réécouter l'émission. Vous pouvez aussi la partager largement sur les réseaux sociaux et avec vos amis, tout comme visiter la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Je vous souhaite tous et toutes de passer une bonne semaine à notre antenne. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique